Salut à tous, c'est Elena. Le nouveau verrou argenté n'était pas là quand je suis parti travailler ce matin. J'avais pourtant bien verrouillé ma serrure classique en partant à 6 heures, celle-là même que j'avais fait installer en juin 2015 quand j'ai acheté cette maison. En me tenant devant mon allée à 16 heures, mes clés pendant inutilement dans ma main, je fixais ce nouveau verrou électronique qui brillait sous le soleil de l'après-midi. Ma clé ne pouvait même pas s'insérer dans le mécanisme, ce n'était pas du tout la bonne serrure. Avant que je ne puisse sortir mon téléphone, la porte d'entrée s'est ouverte. Ma mère, Béatrice, se tenait sur le seuil, agitant un nouveau trousseau de clés entre ses doigts comme si elle venait de gagner le premier prix d'une tombola de village. « Ah, te voilà enfin », a-t-elle dit. Pas de bonjour. Pas d'explication sur la raison de sa présence dans ma maison un mardi après-midi, alors qu'elle habitait à 40 minutes de là. Juste ce ton définitif et péremptoire qui signifiait qu'elle avait pris une décision concernant ma vie et qu'elle s'attendait à ce que je l'accepte. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé, toujours planté sur mon propre perron. Derrière elle, à travers la porte ouverte, je pouvais voir des cartons empilés contre le mur du couloir. Mes cartons. J'ai reconnu mon écriture sur les côtés, datant de mon emménagement il y a 10 ans, quand je n'avais jamais pris la peine de déballer certains objets. Ils étaient maintenant scellés avec du ruban adhésif neuf, mon nom écrit dessus au gros feutre noir, comme si on allait m'expédier quelque part. Par l'ouverture du salon, j'ai vu que mon canapé en cuir avait disparu, celui pour lequel j'avais économisé 6 mois de salaire. Mes étagères en chêne, fabriquées sur mesure par un artisan local, manquaient aussi à l'appel, remplacées par le canapé d'angle floral et déformé de ma sœur Chloé. Et les jouets en plastique de ses enfants éparpillés sur le parquet massif que j'avais payé 7 000 € pour faire poser par des professionnels. Béatrice est sortie sur le perron, refermant partiellement la porte derrière elle comme si j'étais une démarcheuse à domicile, comme si ce n'était pas la maison pour laquelle je payais un crédit immobilier depuis 10 ans. Ton père et moi en discutons depuis quelques semaines, a-t-elle commencé. Nous avons décidé que la maison devait revenir à ta sœur. Elle en a plus besoin que toi. Elle a maintenant 3 enfants, et cet appartement de 3 pièces où ils s'entassent n'est plus adapté. Tu es jeune, tu es célibataire, tu travailles 80 heures par semaine à l'hôpital, tu profites à peine de cet espace. Tu pourras trouver un bel appartement plus proche de ton service. Je l'ai fixé, essayant d'assimiler ses paroles. Vous avez décidé pour ma maison? Pour la maison de famille, a-t-elle corrigé, sa voix prenant ce ton patient et condescendant. C'est le foyer de la famille depuis des années. Nous y avons tous vécu ensemble. Cela en fait une propriété familiale, pas seulement la tienne. J'ai acheté cette maison, ai-je dit lentement, avec précaution, quand j'avais 24 ans. Avec l'argent que j'ai mis de côté en enchaînant les gardes doubles pendant mon internat. J'ai versé un apport de 150 000 €. J'ai payé le crédit chaque mois sans exception pendant 10 ans. La mensualité est de 2 847 €. J'ai payé 341 640 € rien qu'en mensualité de crédit, sans compter la taxe foncière, l'assurance, les factures ou l'entretien. Vous avez contribué exactement à hauteur de 0 €. Mon père, Jean-Pierre, est apparu dans l'entrebâillement de la porte, se tenant aux côtés de ma mère. Il a croisé les bras sur sa poitrine de cette façon qu'il avait perfectionnée quand j'étais adolescente, cette posture qui signifiait que la discussion était terminée avant même d'avoir commencé. Ne sois pas dramatique, Léa, a-t-il dit. Nous t'avons élevé dans cette maison pendant 18 ans. Nous avons une histoire ici. Nous y avons construit des souvenirs. Cela compte pour quelque chose, cela compte pour beaucoup. Vous m'avez élevé dans une location à 6 pâtés de maison d'ici, ai-je répondu, dans la rue des Lilas, la maison bleue avec le grillage. Vous avez emménagé dans cette maison 3 mois après que je l'ai achetée parce que votre propriétaire vendait l'immeuble et vous avez donné un préavis de 30 jours. Je vous ai laissé rester temporairement le temps de chercher un nouvel endroit. C'était en septembre 2015. Nous sommes en 2025. 10 ans, ce n'est pas du temporaire. La mâchoire de Béatrice s'est crispée, ses lèvres formant cette ligne fine qui signifiait que j'étais ingrate. Nous avons aidé à entretenir cette maison. Nous avons repeint tout le rez-de-chaussée. Nous avons aménagé le jardin. Nous avons remplacé le robinet de la cuisine. Nous avons largement contribué. J'ai payé pour tout ça, ai-je rétorqué. Chaque pot de peinture, chaque plante, chaque accessoire. J'ai les factures pour tout.
La peinture a coûté 340 €. Le matériel de jardinage 670 €. Le robinet 280 €. J'ai payé le plombier 150 € pour l'installer parce que papa ne comprenait pas les branchements et avait inondé le meuble sous l'évier. Tu n'aurais même pas eu de carrière sans notre soutien, a lancé ma mère, le visage rouge. Nous t'avons encouragé. Nous avons cru en toi. Vous m'avez dit que les études de médecine étaient une perte de temps et d'argent, ai-je rappelé. Vous disiez que je devrais être assistante dentaire comme ma tante parce que les horaires étaient meilleurs et que je n'accumulerais pas de dettes. Vous m'avez dit que j'étais égoïste de choisir une carrière qui m'éloignerait des obligations familiales. J'ai contracté 240 000 € de prêts étudiants. J'ai remboursé chaque centime moi-même. Vous n'avez pas été garant. Vous n'avez pas aidé. Vous m'avez dit que je faisais une erreur. Ma sœur Chloé a émergé du couloir, tenant l'un de mes cadres photos, celui en argent que j'avais acheté à Lyon lors d'un congrès médical. Elle l'enveloppait dans du papier journal pour le mettre dans un carton. Écoute, c'est gênant, a-t-elle dit, évitant toujours mon regard. Mais maman a raison. J'ai vraiment besoin d'espace. Tu es constamment à l'hôpital. Tu travailles de nuit, les week-ends, les jours fériés. Tu n'utilises même pas la moitié de ces pièces. Mes enfants ont besoin d'un jardin, ils ont besoin de leur propre chambre. Toi, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas besoin de 4 chambres et d'un jardin. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Qu'est-ce que tu fais? A exigé mon père en se redressant. J'appelle la gendarmerie, ai-je dit, en faisant déjà défiler mes contacts jusqu'à mon avocat. Béatrice a eu un rire bref et méprisant. Vas-y. Appelle qui tu veux. C'est nous qui sommes à l'intérieur de la maison. Nous sommes les occupants. La possession vaut titre, ma chérie. Tout le monde sait ça. Tu aurais dû l'apprendre durant toutes ces années d'études. J'ai composé le numéro et mis le téléphone à mon oreille. Oui, bonjour, ici le docteur Léa Tchin. Je souhaite signaler une violation de domicile et un changement de serrure illégale au 847 allée des Érables. Je suis la propriétaire légale sur l'acte notarié et j'ai été enfermé dehors par des occupants qui n'ont aucun droit légal d'être présents. J'ai marqué une pause, écoutant l'opérateur. Oui, j'ai toute la documentation nécessaire. L'acte est enregistré à mon nom depuis juin 2015. Je peux le fournir immédiatement. Une autre pause. Merci, j'attends ici. J'ai raccroché et composé immédiatement un second numéro. Marc, c'est Léa. J'ai besoin de toi à la maison tout de suite. Urgence. Ils ont changé mes serrures et ont installé toute la famille de Chloé. J'ai écouté un instant. Oui, je suis tout à fait sérieuse. Mes parents viennent de me dire qu'ils donnent ma maison à Chloé. Pause. 15 minutes? Parfait. Les gendarmes sont déjà en route. J'ai baissé mon téléphone et regardé mes parents sur le perron. La posture assurée de mon père s'était légèrement affaissée. Ses bras s'étaient desserrés. Tu as vraiment appelé la police contre ta propre famille, contre tes parents? J'ai appelé pour des gens qui occupent illégalement ma propriété, ai-je dit. Ce qui est exactement ce que vous faites. Vous êtes des intrus. Vous avez changé mes verrous sans permission. Vous avez déplacé mes biens sans autorisation. Ce sont des délits. Nous sommes tes parents, a sifflé ma mère en s'approchant du bord du perron. Tu ne peux pas faire arrêter tes propres parents. Qu'est-ce que les gens vont penser? Que vont dire les voisins? Les voisins m'ont déjà appelé, ai-je répondu. Madame Lefebvre, juste à côté, a vu le camion de déménagement à 9 h ce matin. Elle pensait que je vendais et voulait savoir qui emménageait. Je lui ai dit que personne n'emménageait parce que je ne vends pas. Elle m'a dit qu'elle avait pris des photos du camion et de la plaque d'immatriculation au cas où. C'est une ancienne clerc de notaire, elle sait à quoi ressemble une expulsion illégale. Chloé est sortie complètement maintenant, son téléphone serré entre ses mains, son visage était devenu blême. Maman, on devrait peut-être l'écouter. Si elle est vraiment sérieuse. Elle n'est pas sérieuse, l'a interrompue Béatrice, mais sa voix avait perdu de sa superbe. Elle est juste en colère. Elle va se calmer et on va régler ça en famille. Elle ne va pas vraiment porter plainte, elle n'ira pas jusqu'au bout. Je suis allé jusqu'au bout de tout ce que j'ai commencé, ai-je dit.
Mes études, mon internat, ma spécialisation, l'achat de cette maison, le remboursement de mes dettes. La seule chose que je n'ai pas menée à bout, c'est de vous demander de partir après les 6 premiers mois. C'était mon erreur, je la corrige maintenant. 7 minutes plus tard, un véhicule de la gendarmerie a tourné dans l'allée des Érables. Gyrophares éteints, mais présence imposante. L'adjudant Morel en est sorti, une femme avec qui j'avais travaillé lors d'une campagne de dépistage l'an dernier. Elle habitait à 3 rue de là et entraînait l'équipe de football de sa fille avec la même rigueur qu'elle mettait dans son métier. Un deuxième véhicule s'est garé juste derrière. Marc Chin, mon avocat et mon cousin issu de Germain du côté paternel, en est sorti avec sa mallette en cuir et des documents sous le bras. Docteur Chin, a dit l'adjudant Morel en s'approchant, son carnet déjà ouvert. Vous avez signalé une expulsion illégale et une violation de domicile. Oui, je suis la propriétaire légale de ce bien. Je suis parti pour ma garde à l'hôpital ce matin à 6 heures. À mon retour à 16 heures, j'ai découvert que les serrures avaient été changées sans mon accord. Mes affaires ont été emballées et déplacées, et d'autres personnes se sont installées sans mon autorisation. Avez-vous un titre de propriété? J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de stockage de documents, allant dans le dossier créé il y a des années sur les conseils de marque. Acte de propriété, photographié et sauvegardé à 3 endroits. J'ai acheté ce bien le 15 juin 2015 pour 680 000 euros. J'ai versé 150 000 euros d'apport. J'ai un crédit auprès de la banque, numéro de compte 477 à 8821, avec des mensualités de 2847 euros. Je peux fournir 10 ans de relevés bancaires montrant que chaque paiement provient de mon compte personnel, ainsi que les avis de taxes foncières et les contrats d'assurance. L'adjudant Morel a étudié l'écran de mon téléphone, zoomant sur l'acte, puis a regardé mes parents. Qui a autorisé le changement de serrure sur cette propriété? C'est nous, a dit Jean-Pierre, sur la défensive. Mais madame l'adjudant, c'est une affaire de famille. C'est notre fille. Nous avons des droits sur cette maison. Nous y vivons depuis 10 ans. Nous l'avons entretenue. Nous y avons investi de notre personne. Avez-vous des documents prouvant une copropriété ou un droit légal d'occupation? Nous sommes ses parents, a dit Béatrice. Nous n'avons pas besoin de documents. C'est notre foyer. Nous l'avons élevé. Nous avons contribué par nos travaux. Nous avons peint, jardiné, amélioré les lieux. Avez-vous une convention écrite avec le docteur Chin établissant ce partage? Avez-vous des factures prouvant que vous avez payé ces améliorations? Avez-vous le moindre document de propriété? Silence. Marc s'est avancé, l'expression neutre et professionnelle. Adjudant Morel, je suis maître Marc Chin, l'avocat du docteur Chin. J'ai ici les documents physiques qui clarifient la situation. Il a déroulé les papiers qu'il transportait. Acte de vente enregistré chez le notaire le 15 juin 2015. Propriétaire unique, Léa Michel Chin. Aucun autre nom, aucun copropriétaire, aucun garant. De plus, j'ai ici 10 ans de relevé de crédit montrant les paiements effectués par ma cliente, ainsi que les taxes foncières à son nom. Il n'existe aucun document nulle part montrant qu'une autre partie dispose d'un droit de propriété ou d'occupation. L'adjudant Morel a examiné chaque document avec soin. Elle a pris des photos de plusieurs pages pour son rapport, puis a regardé mes parents bien en face. Madame, monsieur, c'est un cas flagrant d'expulsion illégale. Le docteur Chin est la seule propriétaire légale documentée. Vous avez changé les serrures sans son autorisation et déplacé ses biens personnels. Ces 2 actions sont illégales. Vous êtes actuellement en situation de violation de domicile. C'est insensé, a lancé Chloé depuis le seuil, la voix montante. On est une famille. On n'arrête pas des membres de sa famille pour une histoire de maison. C'est ridicule. Je n'arrête personne pour le moment, a dit l'adjudant Morel d'un ton ferme. Mais le docteur Chin a le droit légal d'accéder immédiatement à sa propriété. Je vous demande de lui remettre les nouvelles clés sur le champ et de commencer à libérer les lieux. Libérer les lieux? Le visage de Jean-Pierre est passé de l'incertitude au rouge vif. Comme ça, tout de suite? Et où sommes-nous censés aller exactement? Ce n'est ni la responsabilité ni le problème du docteur Chin, a calmement répondu Marc. Cependant, je dois vous informer que puisque vous avez commis une violation de domicile et tenté de vous approprier un bien sans droit légal,
elle est parfaitement en droit de porter plainte pour vol et tentative d'escroquerie. J'ai observé le visage de ma mère. La transformation était remarquable. Les couleurs ont quitté ses joues lentement, comme si quelqu'un avait ouvert une vanne. Son arrogance a disparu, sa certitude absolue s'est évaporée. La réalité s'imposait, et elle n'était manifestement pas confortable. « Léa » a-t-elle dit, sa voix soudainement plus petite, presque suppliante. « Ma chérie, on peut s'arranger. De toute évidence, nous sommes allés trop vite. Nous aurions dû en discuter avec toi d'abord. On peut s'asseoir et parler comme des adultes raisonnables. Vous avez changé les verrous de ma maison, ai-je dit en gardant une voix calme. Vous avez déplacé mes affaires. Vous avez installé la famille de ma sœur dans ma chambre. Vous m'avez dit que je n'avais aucun droit sur mon propre bien. Qui a-t-il exactement à discuter? Nous pensions juste que... A commencé mon père. Vous pensiez que vous pouviez me voler ma maison parce que vous êtes mes parents, ai-je coupé. Vous pensiez que je ne me défendrais pas parce que je ne l'ai jamais fait auparavant. Vous pensiez que j'accepterais tout ce que vous décideriez parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Vous vous êtes trompé. L'adjudant Morel a parlé dans sa radio. Centrale, j'ai besoin d'un serrurier en urgence au 847 allée des Érables pour une remise en possession légale. Vous changez les serrures maintenant? A demandé Béatrice, la voix tremblante. Immédiatement, a confirmé l'adjudant. Le docteur Chin a légalement droit à l'accès immédiat. Les verrous seront changés et les clés lui seront remises exclusivement. Si vous n'avez pas d'autre endroit où loger ce soir, je vous suggère de commencer à passer des appels. Chloé a éclaté en sanglots, de gros sanglots bruyants qui secouaient ses épaules. Mes enfants, toutes leurs affaires sont déjà ici, leurs lits sont montés, leurs vêtements déballés, leurs jouets sont dans la salle de jeu. Tout est ici. Alors vous allez devoir tout remballer et tout sortir, a dit Marc, le ton inchangé. Et je suggère de le faire avec soin. Tout dommage au bien du docteur Chin entraînera des poursuites supplémentaires pour dégradation. Combien de temps avons-nous? A demandé mon père à voix basse, toute combativité l'ayant quitté. Marc m'a regardé. La question restait en suspens. Quelle clémence aurais-je pour ceux qui ont essayé de me dépouiller? 30 jours, ai-je dit. Une mise en demeure formelle de quitter les lieux. Marc rédigera les documents officiels. Après 30 jours, si vous êtes encore là, j'engagerai une procédure d'expulsion forcée par voie d'huissier. 30 jours? La voix de Béatrice s'est brisée. Comment sommes-nous censés trouver un logement en 30 jours? Tu as une idée de la difficulté du marché immobilier actuel? J'ai trouvé cette maison en 2 semaines, ai-je répondu. Tout en travaillant 80 heures par semaine en tant qu'interne, sans l'aide de personne. Je suis sûr que vous vous en sortirez. Le serrurier est arrivé 35 minutes plus tard. Il s'appelait Pascal et il avait déjà changé mes serrures 2 fois auparavant, une fois à l'achat et une autre après une tentative de cambriolage dans le quartier. Il a regardé le nouveau verrou électronique et a laissé échapper un sifflement. Un modèle connecté haut de gamme, a-t-il dit en l'examinant. Une belle pièce, clavier électronique, alarme intégrée. Ça coûte environ 300 €. C'est une serrure de qualité, dommage de la gâcher. Il l'a retirée quand même, la mettant soigneusement de côté. Puis il a installé une serrure de haute sécurité à clé protégée, le genre qui nécessite une carte de propriété pour toute reproduction. Il l'a programmée, testée 3 fois, puis m'a tendu une petite enveloppe contenant 3 clés. Une pour votre usage quotidien, a-t-il expliqué, une pour votre coffre-fort, une pour votre avocat. Ces clés sont protégées, personne ne peut faire de double sans votre autorisation écrite et votre pièce d'identité. Même les services de reproduction de clés minutes ne peuvent pas toucher à ces ébauches. J'ai pris les 3 clés, sentant leur poids dans ma paume. Ma famille se tenait sur la pelouse, observant tout le processus. Béatrice a essayé de dire quelque chose à 2 reprises, mais l'adjudant Morel a levé la main chaque fois. Vous en avez assez dit aujourd'hui, madame. Je vous suggère de rester silencieuse et de commencer à vous organiser. Quand Pascal a terminé, il m'a tendu la facture. J'ai sorti mon portefeuille, mais il a fait un signe de dénégation. Pas de frais pour le déplacement ni la main-d'œuvre, Dr Chin. Considérez cela comme une courtoisie professionnelle. J'ai 2 filles moi-même, j'espère que quelqu'un les aiderait si leur famille essayait de leur faire un coup pareil.
Il a jeté un regard vers mes parents. La propriété, ce n'est pas compliqué, il n'y a qu'un seul nom sur les documents. Après le départ de l'adjudant et de Pascal, après que Marc a remis à mes parents la mise en demeure formelle et expliqué les conséquences juridiques, après que ma sœur a chargé ses enfants en pleurs dans son monospace et est partie, je me suis tenu sur le seuil. Mon seuil, avec ma nouvelle clé en main. Mes parents restaient sur la pelouse, incertains, diminués. Nous devrons fixer des moments pour récupérer nos affaires, a dit mon père. Vous avez 30 jours, ai-je répété. Coordonnez chaque entrée par écrit avec Marc. Vous ne rentrez pas ici sans un préavis de 48 heures et sans une surveillance présente. Ce sont les conditions. Une surveillance ? Le visage de Béatrice a rougi à nouveau, une dernière étincelle d'indignation. Tu ne fais pas confiance à ta propre mère pour être dans ta maison sans surveillance ? Vous avez changé mes serrures et essayé de me voler ma maison, ai-je rappelé. Vous avez installé une autre famille dans ma chambre. Vous avez mis mes affaires dans des cartons comme si j'étais un déchet. Alors non, je ne vous fais pas confiance. Je suis rentré chez moi et j'ai fermé la porte. Par la fenêtre du salon, je les ai regardés rester là encore 20 minutes à discuter, à se disputer et à gesticuler. Ma sœur est revenue à un moment donné, a dit quelque chose qui a fait fondre ma mère en larmes. Mon père a sorti son téléphone, appelant probablement des proches pour se plaindre de leur fille ingrate. Il ne pouvait pas ouvrir la porte. Il ne pouvait pas forcer les verrous. Il ne pouvait pas défaire ce qu'ils avaient fait. 8 semaines plus tard, ma maison ressemble enfin à nouveau à la mienne. J'ai engagé une société de nettoyage professionnel après leur départ, des gens spécialisés dans les grands nettoyages après succession. Ils ont récuré chaque surface, nettoyé les tapis à la vapeur, lavé chaque vitre. J'ai fait repeindre les murs dans des couleurs que j'aime vraiment, pas ce beige que ma mère prétendait être neutre et sophistiqué. J'ai fait poncer et vitrifier le parquet là où il avait été rayé par des meubles traînés sans patins. J'ai retiré chaque photo de famille, absolument chaque photo. Les portraits formels dans le couloir où nous avions tous l'air coincés et mal à l'aise. Les photos de vacances que j'avais payées mais dont ils s'attribuaient tout le mérite. La photo de remise de diplôme où ma mère s'était placée au centre et m'avait physiquement décalé vers le bord du cadre. Tout est allé dans un carton au garage. J'ai organisé une pendaison de crémaillère samedi dernier. Pas pour la famille, mais pour les gens qui m'ont réellement soutenu au fil des ans. Mes collègues de l'hôpital qui m'avaient félicité quand j'ai acheté la maison au lieu de remettre en question mon jugement. Mes vrais cousins, les frères et sœurs de Marc, qui m'ont toujours traité comme leur égal et non comme une déception. Mes voisins, dont Madame Lefebvre, qui avait tout documenté et proposé de témoigner si cela allait au tribunal. Marc a apporté du champagne, du très bon. Au droit de propriété, a-t-il dit en levant son verre sur mon perron. À la possession légale. À une famille qui se comporte vraiment comme une famille, a ajouté Madame Lefebvre. Nous avons bu sur mon perron et j'ai senti le poids de ma clé dans ma poche. Ma clé, mon nom sur l'acte, ma maison, mon choix. Personne ne pouvait me l'enlever. Béatrice m'a envoyé un message hier. Un long texte, des paragraphes entiers sur la famille, le pardon, les valeurs chrétiennes et la cruauté. Comment pouvais-je les laisser galérer pour se loger ? Comment pouvais-je privilégier un bâtiment plutôt que les enfants de ma propre sœur ? Comment pouvais-je être si sans cœur ? Je l'ai lu 2 fois attentivement, puis je l'ai supprimé. Parce que protéger ce que j'ai construit n'est pas de la cruauté. Imposer des limites n'est pas être sans cœur. Refuser de se laisser dépouiller n'est pas de l'égoïsme. Cette maison n'a qu'un seul nom sur l'acte.